Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui ce webinaire en compagnie de Stéphanie Riccio pour la partie émigration et de Laurence Reynaud. Merci à elles deux du temps qu'elles vont nous accorder. Alors, ce webinaire est fait, on fait régulièrement des webinaires Temporis pour préparer les candidats au Québec. Et celui-ci est particulier parce qu'il est vraiment orienté, on a voulu mettre l'accent sur le secteur de l'agroalimentaire et vous allez voir très rapidement dans le début de la présentation à quel point c'est un secteur qui est très important et surtout très en demande au Québec. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire un tour d'horizon et vous présenter ces belles opportunités. Et puis ensuite, je vous présenterai l'accompagnement Temporis en tant que tel. Alors, on est parti. Donc, le premier point, comme vous le voyez, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Alors, la pénurie de main-d'œuvre au Québec, on le sait, nous, en tant que Français, depuis des années, ça a peut-être un petit peu moins la réalité depuis mars 2020 et un certain Covid-19. Toujours est-il que le secteur de l'agroalimentaire, c'est vraiment un secteur qui est toujours en pénurie, même actuellement, je dirais que ça s'est même aggravé. Il y a plus de 115 professions qui sont en déficit et ils représentent quand même pratiquement 70 000 emplois qui sont en demande. Donc voilà, je vous laisse regarder les chiffres, mais c'est vraiment un des plus gros secteurs en pénurie au Québec avec le secteur pharmaceutique de la santé actuellement. Donc le Québec, c'est un géant de l'alimentaire et de l'agroalimentaire, notamment pour la partie de la transformation alimentaire, mais aussi pour toute la partie laitière, de la production laitière au Québec, qui est une production très importante avec sur ces postes-là des gros du secteur qui s'installent ici. On a AgroPure, on va retrouver Bell pour le côté français. Donc vraiment des grosses structures. Il y a Nestlé aussi, etc. Donc c'est vraiment un secteur très important de l'économie. C'est la majeure partie de la production, bien évidemment, est exportée en priorité number one sur nos voisins des États-Unis, mais aussi le deuxième marché d'importance pour le Québec reste l'Europe aussi. Donc, on a un secteur agroalimentaire assez important. Le Québec affiche une croissance depuis plus de 10 ans maintenant du secteur des exportations, que ce soit des exportations au Canada ou ailleurs au niveau mondial. Et puis surtout, c'est un secteur qui est présent, je dirais, essentiellement pour la partie Québec dans sa globalité et bien évidemment, enfin j'espère que vous vous en doutez, c'est la carte du Québec en bas, mais ça concerne très peu, voire pas du tout Montréal, parce que je sais que pour nous, on a à chaque fois qu'on a quelqu'un qui veut immigrer au Québec, on a quand même un 80% quand on demande où au Québec. Montréal, donc si c'est une grande information pour vous, le Québec ce n'est pas Montréal ou Montréal n'est pas le Québec, il y a tout le reste et en l'occurrence le secteur de l'agroalimentaire est présent partout au Québec, je dirais essentiellement sur la rive sud de Montréal et de la rive sud de Québec pour la région Chaudière-Appalaches, etc. Mais en vrai, on retrouve le secteur de l'agroalimentaire, le secteur manufacturier partout au Québec. Voilà, c'était aussi un point que je voulais voir avec vous. Alors, les métiers dans le secteur de l'agroalimentaire, les deux métiers les plus en demande et qui vont être là où on va avoir le plus de besoins, c'est tout ce qui est production qualité et puis recherche et développement, bien sûr. Et puis ensuite, dans un deuxième cas, tout ce qui va être maintenance et logistique.
achat, commerce, vente aussi, mais c'est pas sur cette partie-là que le plus gros de la demande est, mais c'est vraiment sur les 3 autres. Pour les 2 premiers qu'on vous a mis en fait volontairement en haut, production qualité, recherche et développement, c'est pour vous dire que dans ces métiers-là qui sont très en demande, ça va demander forcément, et là j'insiste, une expérience dans le domaine de l'agroalimentaire. Si on n'a pas d'expérience dans ce domaine-là, sur ces postes-là, ça va quand même être un peu plus compliqué, notamment pour les postes de beurrier ou de pasteurisateur. On ne s'invente pas comme ça, c'est un vrai métier avec des formations, donc ça serait beaucoup plus compliqué. Après, on a d'autres postes où s'il n'y a pas une expérience en agroalimentaire, certains de nos clients vont aller chercher à ce moment-là, sur des postes plus spécifiques, une expérience en pharmaceutique. C'est vraiment ce qui va se rapprocher le plus. Mais sinon, sur ces métiers-là, il nous faut une expérience en agroalimentaire. Sur les postes de la maintenance et de la logistique, c'est vraiment un plus d'avoir une expérience dans le secteur agroalimentaire. Par exemple, pour un camionneur, les camions-citernes, les choses comme ça va être des spécificités qui sont bonnes à connaître, mais on va être peut-être un peu moins dans cette demande. Ça sera un plus sur le CV, mais ça serait mieux si on a déjà eu cette expérience-là. Donc, je voulais aussi vous faire un point là-dessus pour le secteur de l'agroalimentaire, parce que c'est un secteur qui est très réglementé, avec des règles en termes d'hygiène, en termes de sanitaire, etc., qui nécessitent une certaine expérience dans ce domaine-là pour les entreprises. Alors, les postes les métiers qui sont vraiment en forte demande sont les métiers que vous voyez là à l'écran, donc la partie production, la partie contrôle et qualité. Et tout en haut, on vous a mis les métiers de la récolte, donc tout ce qui va être les ouvriers d'exploitation agricole. Alors, attention, nous, Temporis, on ne travaille pas dans ce domaine-là, en tous les cas à l'international, parce que ce sont des métiers qui vont être avec un visa très ponctuel de 6 mois ou 8 mois. Vraiment des ouvriers agricoles qui viennent pour la récolte et qui repartent dans leur pays. Donc, peut-être que je me trompe dans les pourcentages, mais je vous dirais qu'à 90%, ces postes-là sont pourvus par l'Amérique du Sud. Alors, on va aller chercher des Mexicains, des Guatémaltèques qui vont venir au Québec pour une durée donnée, puis qui vont repartir chez eux. Donc, nous, on ne recrute pas, en tous les cas, dans ce domaine-là, parce que c'est vraiment un visa qui est vraiment très, très ponctuel. Mais ça, je laisserai Stéphanie, la pro de l'immigration, vous expliquer cela. Par contre, on a une très grosse demande dans toute la partie production, donc ce que je vous disais, avec des opérateurs, des journaliers, des conducteurs de ligne. Et ça, c'est vraiment un des plus gros domaines où on a le plus gros besoin. Mais on a aussi beaucoup de demandes en technicien qualité, en superviseur de ligne, en superviseur de production. Bref, tous ces métiers-là sont des métiers importants, mais je voulais faire la distinction avec vous sur le poste de la partie récolte, parce que des fois, agroalimentaire, on a une tendance à réduire ça à la partie agricole. Mais là, vraiment, nous, ce n'est pas dans ce domaine-là que l'on recherche. Ensuite, on a les métiers qui recrutent, donc les métiers techniques, ce que je vous ai mis tout à l'heure, donc tout ce qui va être la maintenance, et puis la logistique, donc avec le transport, donc les chauffeurs, les caristes, etc., pour tout ce qui va être l'expédition. C'est aussi une grosse demande dans le secteur agroalimentaire, parce que les industries sont très en demande de ça. Et puis après, évidemment, on va retrouver des postes comme des postes de soudeurs, des postes d'opérateurs, des postes d'électromécaniciens, etc., qui sont en lien avec les machines des usines de production agroalimentaire. Donc nous, on a des postes dans tous ces domaines-là, les postes qui sont actuellement ouverts. Tous ces postes se trouvent en dehors de Montréal, encore une fois, mais essentiellement sur la rive sud. Alors, on peut avoir des demandes assez variées sur les postes. Et puis,
Donc voilà, sur la partie agroalimentaire pure, je vais m'arrêter là, sauf si vous avez des questions auxquelles je ne manquerai pas de répondre à l'issue. Puis je vais passer sur la partie accompagnement temporis, purement en tant que candidat, comment on est accompagné si on postule chez Temporis. Vous avez un super projet, un beau projet d'immigration pour venir au Québec, c'est venir vivre, s'installer, des fois en famille. C'est vraiment un beau projet. C'est un projet qui me tient à cœur, l'accompagnement, parce que moi, c'est ce que j'ai fait avec ma propre famille il y a un peu plus de 3 ans. Et puis, comme j'ai été bien accompagnée par l'avocate en immigration ici présente et puis par d'autres partenaires, ça me tient à cœur, en tous les cas, de vous proposer un peu la même chose. Donc, on a monté cette offre qu'on a appelée Prépare ton Québec dans ce but-là avec la France. Alors, en quelques mots, le réseau Temporis en France, au jour d'aujourd'hui, il y a 171 agences présentes sur le territoire français. On est tous des patrons indépendants, vous avez affaire à des chefs d'entreprise locaux, il y a une certaine convivialité et une équipe impliquée. Et pour nous, le candidat est un client à part entière et donc on met tout en œuvre pour pouvoir répondre au mieux aux attentes des candidats, en tous les cas en toute transparence et dans la meilleure des communications. On a eu la chance aussi d'avoir le prix Ecovalis pour 2020 pour la 3e année d'affilée. Donc voilà. Alors, plus à proprement dit, pour votre parcours Temporis, si vous êtes en France et que vous voulez venir ici au Québec, parce que c'est bien le but de ce webinaire aujourd'hui, et puis surtout le but dans le secteur agroalimentaire. Alors, vous allez tout simplement sur le site temporis.fr, vous avez un beau drapeau canadien tout en haut, puis vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer dessus, vous avez 2 possibilités. Soit vous avez une offre qui correspond pile poil à ce que vous recherchez. Alors là, c'est bonheur, vous candidatez. Et malheureusement, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'offre qui corresponde à votre profil. Et bien, vous pouvez quand même vous inscrire. Et donc, on a un système en téléchargeant votre CV d'inscription en moins de 10 secondes. Donc, ça ne demande pas trop d'efforts. C'est le système qui va lire tout votre CV, qui va remplir toutes les cases à votre place. Si vous répondez à la demande, on va vous envoyer un dossier de candidature, puis on va rentrer en contact avec vous. Donc, c'est aussi simple que ça, c'est d'aller sur le site, de regarder si oui ou non j'ai un job qui correspond. Mais si j'en ai pas, je peux de toute façon m'inscrire pour les prochains qui vont arriver ou pour être contacté directement par nous quand on aura une offre correspondante à votre profil. Donc, vous avez votre offre. On vous a envoyé le dossier, on a fait toutes les démarches administratives qui ne sont pas très drôles, mais qui sont obligatoires. Alors, notre rôle, c'est de vous présenter aux entreprises qui recrutent dans votre domaine. Donc, on envoie votre candidature de façon spontanée. On vous met en relation avec les entreprises, puis on organise aussi les premières entrevues qui vont se faire par Skype, par Teams, par Zoom, par je ne sais quoi, mais voilà. Et puis, à l'issue de ces entretiens, vous allez obtenir un contrat d'embauche. Alors, comment ça se passe à partir de ce moment-là? À partir du moment où vous avez une offre d'embauche faite par l'entreprise et que vous l'acceptez, qui correspond à ce que vous recherchez, vous allez vous allez repartir dans des démarches un peu administratives pour tout ce qui va être l'immigration. Et puis nous, on va être là avec vous pour vous aider dans les préparatifs pour votre départ, tout ce qu'il y a à préparer, ce qu'on a fait, les différences entre la France et le Québec. Voilà, on va vous accompagner au mieux. Et puis, vous allez recevoir le sésame, le Graal, qui s'appelle le IMT, le CAQ, le permis de travail, en gros. Et là, vous allez sauter dans un avion, puis vous allez arriver ici au Québec, et puis après, vous allez débuter. Dans tout ce processus-là, on va vous accompagner, on va vous mettre en relation avec nos partenaires. On accueille les familles depuis le mois de mai, même en période de Covid. On a un plan de confinement, on vous aide pour le logement, on vous met en relation avec tous les partenaires dont vous avez besoin pour trouver localement les écoles, etc., etc. Donc, c'était pour vous montrer à quel point le processus qui a été fait, qui a été mis en place, on l'a fait
Il a été créé de nos expériences, de nous, Français immigrants au Canada et avec tout ce qui est possible d'obtenir. Donc là, je pense que vous aurez l'essentiel de vos questions qui vont être répondues, qu'on va vous mettre en relation, etc., etc. Donc en fait, le plus compliqué, je dirais, c'est juste de trouver l'emploi et puis après, le reste se fait de façon assez mécanique et puis par des échanges. On fait un Skype avec vous sur la partie préparative. Avant votre départ, on vous envoie tous les documents, vous nous recontactez pour vos questions. Voilà en gros notre accompagnement. Et puis Valérie, on a une question justement, est-ce que cet accompagnement ne concerne que les Français ou aux francophones ou il est aussi ouvert aux personnes qui ne seraient pas en France et plutôt dans d'autres pays comme la Tunisie par exemple? On va accompagner tous les candidats qui sont ouverts à venir ici, comment dire, au Québec. Nous, on a une spécificité sur les candidats français parce que on connaît bien les programmes qu'il y a entre la France et le Québec. Je connais beaucoup moins les programmes qui existent entre les autres pays, mais ce n'est pas un souci puisque en immigration, on pourra le faire. Le seul point négatif, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, pour tout le monde, c'est le délai, mais encore plus le partenariat entre la France et le Québec fait que le délai est toujours plus court. Donc, les entreprises ici qui sont en demande et en pénurie vont privilégier la rapidité. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un au Québec, là, on ne va pas les chercher, on n'ira pas en France où ça va nous prendre un 4 ou 6 mois, puis on n'ira pas en Tunisie où ça va nous prendre un 9 ou 12 mois. En fait, ce qu'il faut bien comprendre quand on fait le recrutement, quand il y a un besoin, l'entreprise elle a un besoin là tout de suite, mais en fonction de la complexité pour trouver le poste, si elle l'a en local, on prendra plutôt quelqu'un en local. Puis si elle ne l'a pas, elle va bien sûr aller chercher ailleurs, mais on va privilégier. En fait, c'est la durée qui va toujours être le plus simple. Mais sinon, quand le candidat est au Maroc, en Tunisie, on a fait venir des candidats de ces pays-là, puis aussi du Sénégal, pour pas les nommer. On accompagne de la même façon, évidemment. On donne les mêmes recommandations pour l'arrivée aux candidats. Et Valérie, j'ai une autre question de Olivier qui se demande quels sont les frais pour un tel accompagnement? Il n'y a aucun frais, Olivier, pour cet accompagnement. C'est l'accompagnement Temporis, c'est la petite coche supplémentaire, la petite étoile au-dessus, qui fait que vous n'avez rien à payer pour tout cet accompagnement, parce que le but, c'est d'accompagner au mieux nos candidats et au mieux nos entreprises partenaires qui nous font confiance. Et pour que les deux matchent, il faut que vous puissiez avoir un accompagnement à titre personnel puis un accompagnement professionnel. Alors, tout l'accompagnement professionnel, la formation, etc., ça va être fait par l'entreprise. Et puis, nous, on va vous accompagner au mieux pour vous traduire les termes québécois, pour vous aider au mieux à venir ici parce que le français a l'habitude de voyager, mais quand il arrive dans un pays, en général, il s'adapte bien parce que ce n'est pas la même langue. Or là, quand le français arrive au Canada, on atterrit à Montréal et le douanier parle français. Alors c'est merveilleux, on pense qu'on est comme aux Antilles, voilà, comme si on était en France, mais ce n'est pas du tout ça. Donc on vous accompagne bien pour vous expliquer qu'ici on est au Canada, on est au Québec et toutes ces différences qui sont fort sympathiques au demeurant. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, on n'a pas d'autres questions, si tu veux continuer. C'est parfait. Alors, je vais vous laisser entre les mains expertes de Stéphanie Riccio du cabinet Imensum qui va vous parler de l'immigration. Oui, bonjour. Donc, je suis la directrice de service pour parler d'immigration. Alors, ça va faire plaisir de voir les points, disons, de base sur les démarches d'immigration. Bien sûr, le webinaire est assez court, donc on aura pas le temps de passer vraiment en détail le processus d'immigration parce que l'immigration au Canada est… Alors, Stéphanie, excuse-moi, je vais te couper parce qu'on a nous-mêmes, je pense qu'on a du mal à t'entendre. Ça cadre un peu. Est-ce que tu as peut-être un micro ou… Oui, juste un instant, je vais essayer autre chose.
Ça sera peut-être plus simple parce que c'est vrai que là, on avait du mal à entendre et ouais, on a des personnes qui ont commencé à nous le faire remarquer. Est-ce que non? Là, on t'entend. Là, oui, c'est mieux comme ça? Là, c'est parfait. Bon, super. Donc, ce que je disais, c'est ça, c'est qu'on ne passera pas en détail tous les processus d'immigration parce que c'est assez complexe, en fait, les démarches d'immigration pour venir travailler au Canada, mais on va voir les points principaux sur les types de permis de travail qui sont utilisés, disons, le plus fréquemment par les candidats, justement, qui appliquent et qui sont embauchés sur les postes offerts par Temporis. Donc, peut-être même que certains d'entre vous ont déjà fait des démarches pour obtenir des PVT. Donc, c'est un permis de travail très connu, très populaire pour les jeunes Français. Donc, ça s'adresse à des jeunes Français qui ont entre 18 et 35 ans. Et peut-être, comme vous le savez, c'est un permis de travail qu'on obtient en fait en posant sa candidature dans un bassin. Immigration Canada, donc, décerne un certain nombre de permis de travail PVT à chaque année. Alors, normalement, donc je dis normalement en temps non COVID, parce que là, cette année 2020 est très particulière, mais on va revoir ensemble comment ça fonctionne normalement. Puis après, je vous dirai qu'est-ce qui se passe en fait depuis le mois de mars. Donc, normalement, à chaque année, Immigration Canada libère un nombre de places pour chacun des types de permis de travail sous Expérience internationale Canada. Donc, pour le PVT, permis vacances-travail, ou pour le permis de travail jeune professionnel. Le permis vacances-travail est vraiment celui qui est le plus simple, disons, parce que tout ce qu'on a à faire, c'est soumettre notre candidature dans le bassin ouvert par Immigration Canada, puis on attend une réponse, voir si on est pigé au hasard parmi tous les candidats qui auront soumis leur candidature. Si on a la chance d'être pigé au hasard, en fait, on pourra préparer notre voyage au Canada pour venir trouver un employeur et le permis de travail PVT, donc vacances-travail, nous permet de travailler pour n'importe quel employeur au Canada parce que c'est un permis de travail qu'on appelle ouvert. Alors, vous pouvez travailler pour un employeur au Québec, en Ontario, dans n'importe quelle province. Le PVT est vraiment ouvert à tout type d'employeur et aussi tout type d'emploi. Donc, il n'y a aucun type d'emploi précis pour ce permis-là. Vous pouvez vraiment trouver ce que vous voulez. Donc, ça, c'est en temps normal parce que là, en temps COVID, en fait, normalement, vous pourriez arriver effectivement avec votre lettre d'acceptation du PVT directement au Canada, faire appel au service de Valérie, trouver un emploi suivant votre arrivée ici. En temps de COVID, par contre, vous devez obligatoirement trouver un emploi avant d'arriver au Canada. Donc, pour le PVT, c'est important. En ce moment, à l'heure actuelle, en 2020, il faut trouver un emploi avant de pouvoir arriver au Canada. L'autre type de permis de travail pour les jeunes Français, donc encore une fois, ça s'applique aux jeunes de 18 à 35 ans, c'est le permis de travail pour jeunes professionnels. Ce permis-là est un peu différent du PVT parce que le permis de travail pour jeunes professionnels requiert une offre d'emploi avant de pouvoir soumettre sa candidature. Le jeune professionnel fonctionne de la même façon que le PVT au niveau de l'ouverture des bassins, c'est-à-dire qu'Immigration Canada ouvre le bassin à chaque année, prévoit un certain nombre de permis de travail dans la catégorie des jeunes professionnels et si vous avez trouvé un emploi, vous pouvez effectivement soumettre votre candidature. Par contre, pour les jeunes professionnels, il y a seulement certains types d'emplois qui peuvent être admissibles, c'est-à-dire des catégories d'emplois dans la présentation préparée par Valérie. On voit pour un poste de niveau 0, A ou B. Probablement que ça ne vous dit pas grand-chose, c'est-à-dire que en général, je vous dirais, ce sont des postes qui requièrent des études au minimum collégiales. Donc, on ne peut pas appliquer pour tout type d'emploi, mais si votre emploi requiert un niveau d'études collégiales, à ce moment-là, le jeune professionnel peut être utilisé. Ces deux types de permis de travail en temps normal, encore une fois, donc non COVID, pré-COVID si on veut, sont simples à obtenir et rapides. C'est-à-dire que les délais de traitement en temps normal sont autour de 8 à 10 semaines peut-être. Alors, les employeurs
vont normalement prioriser ce type de permis de travail parce que après vous avoir fait une offre d'emploi, ils peuvent espérer vous voir arriver au Canada 6-8 semaines après. Donc, c'est très, très avantageux. Par contre, là, depuis la COVID, en fait, l'année 2020 est une année bien particulière pour plein de raisons. Mais ici au Canada, en matière d'immigration, c'est sûr que beaucoup de processus ont été très au ralenti depuis le mois de mars, dont les permis de travail. Pour la catégorie justement des PVT et des jeunes professionnels, on a appris en fait hier ou aujourd'hui, si je ne me trompe pas, que les rondes d'invitation, disons, sont terminées jusqu'à la fin de l'année. Et tous les gens qui auront soumis déjà leur candidature, on attend encore à savoir s'ils pourront être choisis ou si on devra attendre 2021 avant justement de pouvoir finaliser le processus. Donc, ce sont les permis de travail auxquels on fait appel très souvent en temps normal, mais en ce moment, je vous dirais, c'est un peu une option qui est incertaine parce qu'on ne sait pas si le traitement de ce type de permis va reprendre ou même s'il reprend, quand va-t-il reprendre? Alors, mais on voulait en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment le type de permis de travail, disons, le plus utilisé pour des jeunes Français qui souhaitent s'expatrier au Canada et venir vivre une expérience de travail. Donc, quand on a des employeurs qui souhaitent oui, on a vu ça ici sur cette slide. Donc, effectivement, aucun tirage n'est effectué. Si vous avez déjà mis votre candidature, on attend voir qu'est-ce qu'ils vont faire, s'ils vont vraiment continuer à traiter la demande, piger des candidats ou reporter tout ça à 2021. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore. Et c'est pour ça que pour des employeurs ici qui sont aux prises avec la pénurie de main-d'œuvre et qui veulent quand même absolument avoir des travailleurs étrangers, ils vont pouvoir se tourner vers une autre solution, ce qu'on appelle les permis de travail pour travailleurs réguliers, un permis régulier, c'est-à-dire que l'employeur devra démontrer au gouvernement canadien qu'il a déjà tenté d'embaucher un travailleur au niveau local, mais qu'ils n'ont trouvé en fait aucun candidat qui répondait à leurs critères d'embauche ou sinon qu'aucun candidat n'était intéressé par le poste. Donc, c'est ce qu'on appelle le processus de l'étude d'impact sur le marché du travail. Toutes ces démarches qui peuvent sembler complexes, en fait, sont à faire par l'employeur. Donc, c'est l'employeur qui veut vous embaucher qui devra démontrer qu'il a tenté de trouver des candidats locaux avant de pouvoir vous embaucher. Donc, pour vous, en fait, ça ne vient pas alourdir le processus. Tout ça, vraiment, est à la charge de l'employeur. Et c'est aussi l'employeur qui va payer les frais de ces démarches-là parce que c'est une condition du gouvernement que l'employeur qui souhaite embaucher des travailleurs étrangers paie les frais de traitement du gouvernement. Donc, c'est une solution pour la situation actuelle parce qu'on ne peut pas faire appel à des PVTistes ou au permis de travail jeune professionnel. Par contre, il faut comprendre que les délais de traitement sont quand même plus longs. C'est-à-dire que pour le volet de l'étude d'impact sur le marché du travail, on peut avoir des délais de traitement jusqu'à 6 mois. Il y a par contre certains postes au Québec qui bénéficient d'un processus simplifié. Et à ce moment-là, ça veut dire que les délais de traitement sont de 2 à 3 mois. Le processus simplifié s'adresse à des employeurs qui veulent embaucher des travailleurs étrangers à certains postes très, très en demande au Québec pour lesquels on n'a aucune main-d'œuvre ou en tout cas très peu de main-d'œuvre locale disponible. Il y a beaucoup de postes en agroalimentaire, effectivement, d'autres domaines très en demande, par exemple les hautes technologies, mais en agroalimentaire, il y a beaucoup de postes qui font partie de la liste du processus simplifié. Ce qui vient, dans le fond, alléger le processus de l'EIMT, c'est-à-dire que les délais sont plus courts. Par contre, une fois qu'on a obtenu l'EIMT et le certificat d'acceptation du Québec, ensuite, on doit déposer une autre démarche, c'est-à-dire la demande formelle de permis de travail auprès de l'ambassade du Canada à Paris. Et ça, tout ça, c'est en période COVID. Donc, parce qu'en temps normal, une fois que vous avez ou que l'employeur obtient le IMT et le CAQ, vous pourriez tout de suite vous présenter à l'aéroport en France et avec le IMT et le CAQ en main,
monter à bord de l'avion et obtenir le permis de travail à votre arrivée au Canada. Par contre, comme on est en période COVID, les déplacements au Canada sont extrêmement restreints, limités au minimum ou au voyage essentiel, ce qui veut dire qu'avant de pouvoir arriver au Canada, vous devez obtenir une lettre d'immigration au Canada qui confirme qu'on va vous octroyer un permis de travail et que votre emploi est toujours disponible. Donc, ça rallonge un peu les délais, c'est-à-dire qu'après le IMT, qui est déjà de 2 ou 3 mois, comme on a vu, pour des processus simplifiés, la demande du permis de travail doit être traitée à l'ambassade du Canada à Paris. Et là, on a encore des délais autour de 2 à 3 mois. Donc, il faut prendre en considération tout ça, mais comme je le mentionnais, ça, c'est plutôt l'employeur qui va avoir à gérer les délais. Et Valérie aussi, quand elle regarde des postes offerts, les candidatures, voir qu'est-ce qui peut être fait en termes de délai si, en fait, le travailleur doit venir de façon urgente ou pas. L'autre chose, c'est sûr que c'est un désavantage de la pandémie, tous ces délais. Par contre, en même temps, souvent, les gens qui regardent pour un projet d'expatriation au Canada vont avoir des enfants, vont vouloir arriver plutôt pour la période scolaire, pour laisser la chance aux enfants de terminer l'année scolaire. Donc, les délais actuels, en fait, permettent aussi de prévoir son projet d'expatriation au Canada d'avance et de bien se préparer avant d'arriver ici au Canada pour commencer à travailler. Oui. Justement, Stéphanie, je me permets de te couper pour une question. Si on parlait justement de la famille préparer le projet, qu'en est-il si j'obtiens mon permis de travail à une telle date en juin? Est-ce que mon conjoint peut me suivre au même moment? Qu'en est-il à ce niveau-là du conjoint et de la famille, on va dire? Oui, en fait, c'est une bonne question. Donc, le fait pour les conjoints d'obtenir un permis de travail ou non va dépendre du type d'emploi. Donc, on a vu un peu plus tôt qu'il y a différents types d'emplois. On a une classification nationale des professions au Canada et les professions sont classées selon les conditions d'accès à l'emploi. Donc, est-ce que ça prend un diplôme d'études secondaires, un diplôme d'études collégiales, pas de diplôme du tout, aucune formation requise. Donc, selon le niveau d'emploi, on appartient à une certaine catégorie. Pour que les conjoints aient le droit, eux aussi, d'obtenir un permis de travail, la personne, le travailleur étranger principal, disons qu'il est au Canada, doit avoir un emploi dans les catégories A, B ou 0. Donc, comme je le mentionnais, c'est des emplois qui requièrent au minimum une formation collégiale. Donc, c'est un élément à prendre en considération si vous avez un projet d'expatriation et que vous venez en famille. Donc, bien sûr, comment les autres membres de la famille vont pouvoir obtenir un document d'immigration. L'autre chose, c'est si on a des enfants en âge scolaire. Donc, est-ce que les enfants pourront étudier? Les enfants peuvent accompagner effectivement le travailleur étranger et obtenir eux-mêmes les documents d'immigration pour s'inscrire aux institutions scolaires du Québec. Donc, tout ça est à prendre en considération, mais justement, Valérie est temporiste dans leur offre de service de Prépare ton Québec. Tout ça est pris en considération aussi et les candidats ont beaucoup d'accompagnement justement et d'aide sur ces questions de comment choisir l'école, quelle école choisir, est-ce que ma conjointe va trouver un travail? Je sais que Temporis aide beaucoup les candidats aussi justement avec toutes ces questions. Et là aussi, juste pour je n'ai pas parlé de la durée des permis de travail. Donc, en général, les permis de travail PVT vont être émis pour 24 mois. Les permis de travail de jeunes professionnels aussi peuvent être émis pour 24 mois. Et quand on regarde un permis de travail, disons, régulier, donc on a obtenu suivant le processus de IMT, les durées varient entre 12 et peuvent même aller jusqu'à 36 mois, dépendamment du poste qu'on obtient. Donc, les postes très spécialisés qui demandent des connaissances justement hautement spécialisées, une diplomation, disons, de 2e cycle, par exemple, et qui font travailler les candidats sur des projets à long terme, peuvent obtenir un permis de travail jusqu'à 3 ans. Tandis que quand on a des postes, disons, peu spécialisés, on va plutôt tourner autour de 12, 18 mois peut-être. Alors, c'est un autre facteur à prendre en considération. L'autre chose aussi, c'est qu'en matière d'immigration, donc, on doit toujours penser à qu'est-ce qui va arriver au long terme si on veut rester plus longtemps au Canada. Donc, on accompagne aussi les candidats dans les démarches de résidence permanente. Donc, une fois qu'on obtient le permis de travail, c'est très bien, on peut venir au Canada
à acquérir une expérience de travail. Mais si on veut rester plus longtemps, le permis de travail a une durée de validité, comme on le disait, limitée à 12, 24 ou 36 mois. Donc, il faut penser à une résidence permanente. Et au Québec, c'est possible de débuter les démarches pour obtenir la résidence permanente après 24 mois de travail à temps complet dans une entreprise québécoise. Et ensuite, on peut obtenir justement la résidence permanente canadienne. Ça, c'est beaucoup plus loin dans le projet, par contre. Donc, il faut d'ailleurs tout d'abord commencer par trouver un emploi, ensuite obtenir le premier permis de travail, puis ensuite, on peut effectivement discuter d'une résidence permanente. Mais sachez, là, c'est un webinaire peut-être introductif, mais sachez qu'effectivement, il y a des démarches qui peuvent être faites pour rester à plus long terme au Canada. Voilà. Parfait, merci Stéphanie. Et puis, j'en profite, on a une question qui est un peu ouverte et qui est ouverte à toi Stéphanie, mais également à Valérie. Quel est selon vous, comme vous le voyez aujourd'hui au Québec et au Canada, comment se porte le recrutement international? Est-ce qu'il est toujours actif et quelles sont ses limites, notamment peut-être en immigration? Est-ce qu'on y voit des débouchés pour janvier? Écoutez, oui, alors il y a des, comment dire, il y a toujours des demandes à l'international parce que, comme le disait Stéphanie, par exemple, des postes qui sont en très grande pénurie, comme un poste de soudeur, un poste d'électromécanicien ou d'autres postes dans le domaine agroalimentaire, vont passer dans le IMT simplifié dont on parlait comment dire, Stéphanie juste avant. Donc, on a des entreprises qui vont, de toute façon, n'ont pas la main-d'œuvre ici au Québec. Donc, malgré la situation, certes, il y a des bassins qui sont fermés et certes, il va falloir qu'ils attendent au mieux 4 à 5 mois, au pire 6 à 7 mois, mais ils vont forcément le tenter parce que dans 6 mois, il n'y aura pas de candidats. Mais bien évidemment, on a des entreprises qui soit n'ont pas une vision aussi lointaine ou c'est un peu plus compliqué parce que la période est compliquée, donc vont être plus à attendre, à voir comment ça évolue, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, on a des demandes à l'international. On a le projet aussi Passerelle, un projet dédié uniquement à la région Chaudière-Appalaches qui a repris début septembre. Donc oui, il y a des entreprises qui recrutent à l'international parce qu'il y a toujours des besoins, mais malheureusement, il y a les délais. Alors, c'est ça, c'est que c'est un peu plus long et puis il y a un petit peu moins qu'il y avait avant. En tous les cas, moi, c'est ma vision, mais je vais laisser Stéphanie donner son avis sur la partie, je pense que la partie immigration, la longueur de l'immigration, puis le fait qu'on soit restreint en termes de possibilités fait aussi qu'il y a un peu moins de demandes, mais en tous les cas, on a encore des demandes à l'international. Oui, c'est sûr que les démarches sont plus longues en termes de délai, mais le besoin est toujours là. Donc, les entreprises, les usines doivent continuer à fonctionner et parfois, il n'y a pas d'autre choix que de passer par des travailleurs étrangers. Donc, ce qui veut dire en sorte qu'il n'y aura pas d'autre choix, parfois même qu'il faille attendre justement ces mois de délai, là, que ce soit 3, 4, 5, 6 mois peut-être à l'heure actuelle pour des travailleurs étrangers, mais parfois, les entreprises n'ont pas le choix. De toute façon, ils n'ont personne sur place. Donc, nous, on voit encore beaucoup de demandes. C'est sûr que le fait que les démarches soient plus longues en termes de délai font en sorte que les employeurs sont parfois pas très contents, mais vaut mieux faire avec un délai que de n'avoir personne au final. Donc, ils sont prêts quand même à entreprendre ces démarches. Et comme je le mentionnais, moi, personnellement, je trouve aussi que ça peut permettre aussi de préparer son projet encore plus en amont et donc d'être vraiment prêt une fois qu'on arrive au Canada parce que c'est bien de vouloir s'expatrier au Canada, mais parfois, on n'évalue pas tout ce que ça implique en termes de préparatifs. Alors, avec les mois de délai, je trouve que ça donne justement la chance aux candidats de vraiment être bien préparés avant d'arriver au Canada et être prêts à travailler une fois qu'ils sont arrivés. Je rejoins Stéphanie, le délai est plus un avantage pour le candidat et un inconvénient pour l'entreprise, mais c'est sûr que pour le candidat, quand on a une famille, un appartement à vendre, ce genre de choses, il y a tellement de choses à préparer que 6 mois, c'est le minimum quand on le fait. Ça se fait aussi en 3 mois, hein, bien sûr, mais après, tout dépend aussi du stade dans lequel on est.
de la constitution de la famille, mais le délai est plus un avantage pour le candidat. J'ai vu une question aussi par rapport Oui. à Arima. C'est Benjamin, je pense, qui pose ça. C'est ça, exactement. J'allais venir pour vous deux également parce que donc, la question c'était temporiste, est-ce que avec temporiste on passe par Arima? Donc je pense que Stéphanie, ça serait intéressant que tu redonnes 2 lignes sur qu'est-ce qu'est Arima pour bien faire comprendre. Et puis Valérie, je pense qu'on n'aura pas besoin de préciser qu'on n'a pas besoin de passer par Arima lorsqu'on s'inscrit avec temporiste. Non, effectivement. Donc, pour les gens peut-être qui connaissent un peu moins les démarches d'immigration, Arima est une plateforme mise sur pied par Immigration Québec. Donc, comme vous savez, au Canada, on a le volet fédéral, Immigration Canada, et le volet provincial, Immigration Québec. Donc, le volet Arima, la plateforme Arima a été mise sur pied par Immigration Québec pour les candidats à l'étranger ou au Québec qui souhaitent obtenir une résidence permanente et qui veulent soumettre en ligne, en fait, sur le portail Arima, la demande d'immigration permanente en passant par la province du Québec. Dans le cas, effectivement, de temporistes ou des services dont on discute aujourd'hui, on parle plutôt donc d'emploi ici au Canada, donc ce qui requiert un permis de travail et non pas une résidence permanente automatiquement. Donc, quand vous faites appel au service de Valérie pour obtenir une offre d'emploi au Québec, nous, ce qu'on vous obtient, c'est un permis de travail. Donc, la plateforme Arima n'est pas utilisée dans le cadre de ces démarches-là. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche effectivement d'aller faire des démarches sur la plateforme Arima si vous souhaitez tenter votre chance à obtenir une résidence permanente. Mais il faut comprendre que quand on est à l'étranger et qu'on dépose une demande sur la plateforme Arima pour la résidence permanente, les délais sont très, très longs. On parle de 2 à 3 ans avant d'obtenir la résidence permanente. Donc, pour quelqu'un qui souhaite venir travailler rapidement au Québec, c'est pas par Arima qu'il faut passer. Parfait, merci. On n'a pas d'autres questions. On va pouvoir continuer. Puis, je crois que si Stéphanie a terminé, on va attaquer sur la partie des budgets. Donc, on va laisser la parole à Laurence Reynaud pour présenter un petit peu l'accompagnement, notamment avec Desjardins, et puis nous expliquer un petit peu le système bancaire et prévoir ses budgets pour son installation au Québec. Merci. Alors, merci à Temporis Montréal de m'accorder ce temps de présentation. Donc voilà, là, on est vraiment dans un sujet qui est destiné à vous sensibiliser, à vous aider à vous préparer. Valérie et Stéphanie l'ont dit à plusieurs reprises et je suis tout à fait d'accord avec elles. Le temps, ça prend du temps de se préparer et puis tout ce que vous pouvez capter comme information en amont de votre projet, ça fait peut-être beaucoup, mais c'est jamais inutile. Et le volet financier, eh bien, c'est quand même assez central dans tout projet. Donc voilà, je suis là pour vous donner quelques clés, quelques indications à ce niveau-là. On peut passer à la slide suivante, donc. Donc, tout d'abord, pour me présenter, moi, Laurence Reynaud, bien sûr, mais je travaille pour l'institution, le mouvement Desjardins, qui est le premier groupe financier coopératif au Canada. Donc, voilà, je vais passer rapidement, mais ça me semblait important de vous situer un petit peu qui nous sommes, notamment sur le volet coopératif, parce que ça signifie qu'on a des valeurs d'accompagnement, des valeurs de solidarité qui sont vraiment très fortes et ancrées en nous, je dirais. C'est aussi une institution financière qui est très présente sur l'ensemble du territoire, l'ensemble de la province du Québec, et de plus en plus aussi en Ontario d'ailleurs. Alors Valérie, au tout début, disait que les postes à pourvoir étaient beaucoup, c'est correct, hein, ça peut aller à la slide telle que tu l'as mise, mais Valérie disait qu'il y avait les postes à pourvoir étaient beaucoup en région. Soyez bien assurés que Desjardins est très présent en région. C'est même une de ses forces. Si vous êtes déjà venu au Québec en vacances pour le tourisme et que vous êtes allé dans le moindre petit village, disons la petite ville, eh bien, il y a l'hôtel de ville et il y a la Caisse Desjardins juste à côté. On est vraiment très présent dans les territoires. Alors, notre accompagnement pour les nouveaux arrivants, qu'est-ce que c'est ? On peut passer, voilà, ça c'est une vraie photo d'une vraie équipe à laquelle j'appartiens. J'ai les cheveux courts sur cette photo parce qu'elle commence à dater,
Mais voilà, c'est une équipe qui a été créée il y a 10 ans et qui a vraiment cette volonté d'être dans l'accompagnement. Alors bien sûr, c'est comme une banque à part entière, on va faire des ouvertures de compte, du conseil financier, mais aussi et surtout de l'accompagnement au niveau du conseil, de la sensibilisation. C'est mon rôle aujourd'hui et c'est ce que je fais tous les jours. Sensibiliser les futurs nouveaux arrivants, les nouveaux arrivants qui sont déjà ici, aux différentes spécificités du système bancaire nord-américain. Alors, l'ouverture de compte, elle peut se faire à distance, ce qui est quand même assez pratique d'une manière générale, hein, pas seulement en temps de Covid, mais tout ce qui peut se faire avant d'arriver au Québec, ben, je pense que comme le veut l'adage, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a développé tous ces outils-là pour vous permettre de commencer votre processus d'ouverture de compte depuis votre pays d'origine. J'insiste sur le fait que c'est gratuit et assez simple. Ça se fait par téléphone, en ligne. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué. À cette étape-là, je précise aussi qu'il faut finaliser son ouverture de compte une fois que vous êtes au Canada. Et à ce moment-là, on vous demande de nous présenter votre passeport, bien sûr, mais surtout votre visa. Parce qu'on n'ouvre pas un compte pour quelqu'un qui est là avec un statut touriste. On ouvre un compte seulement pour quelqu'un qui a un visa, que ce soit un visa étudiant, un visa travailleur temporaire. Si vous êtes accompagné par Temporis, vous aurez ce visa de travailleur temporaire, qu'il soit fermé en lien avec une entreprise ou votre conjointe qui a un permis de travail ouvert, ça compte pareil, mais il faut avoir un statut au niveau d'immigration. Dans notre accompagnement, c'est ça, c'est cette ouverture de compte. On a une offre de bienvenue, une offre bancaire spécifique pour les nouveaux arrivants. On organise, avant la Covid, c'était des ateliers en présentiel, pas très loin d'ailleurs du bureau de Temporis à Montréal, mais on s'est évidemment adapté et on organise des webinaires, mais aussi très régulièrement sur différents sujets liés à l'intégration. Et on a tout un réseau de partenaires et d'experts de confiance, dont Temporis. Donc, vous voyez, on fait partie de cet écosystème. On peut passer. Alors, le cœur de mon intervention là aujourd'hui, c'est pour aborder deux grandes questions qui sont la première, quels sont les principaux frais liés au projet d'immigration au Canada? Ce sera très rapide, c'est pour vraiment planter des petites graines. Et deux, comment fonctionne le système bancaire canadien? Alors, sur cette première question, les frais liés à l'immigration au Canada. Alors, il y a des frais liés aux démarches administratives, mais je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est en général pris en charge par l'employeur. Voilà, mais tenez-en compte si jamais vous faites une démarche finalement autonome. Les frais liés à l'installation, on peut passer. Alors, vous me direz, il ne faut pas sortir de petites techniques pour faire une liste telle qu'elle apparaît à l'écran. Des fois, il y a des choses qui vont sans dire, mais ça vaut quand même la peine de les dire parce que je pense que dans cette idée de se préparer, parfois la volonté d'immigrer est tellement, l'énergie est tellement forte et très belle, hein, bien sûr, on en oublie des petits fondamentaux. Alors, moi, j'insiste toujours beaucoup là-dessus. Faites cet exercice-là de dire, OK, combien ça va me coûter moi à titre personnel? Il y a forcément les déplacements, les billets d'avion. Il ne faut pas sous-estimer l'hiver. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des hivers un peu rudes. Donc, ça demande quand même un certain budget. La téléphonie, on considère que c'est entre 45 et 75 $ par mois. L'Internet, vous voyez que ça s'affiche à l'écran. L'assurance santé ou non, en général, c'est pris par l'employeur. Puis, quand on est français, on a les 3 mois de carence qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Le logement, alors, petite nuance, le logement, j'ai mis des chiffres qui sont tirés d'un site officiel. Ceci étant dit, vous voyez les villes qui apparaissent à l'écran, Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec, Montréal, c'est un peu crescendo. Trois-Rivières, c'est la plus petite ville citée. Ça dépend vraiment de la taille de la ville. À Montréal, c'est quand même assez cher et de plus en plus. Si vous allez en région, dans une zone plus rurale, c'est moins cher. Il y a un site, sans doute que vous connaissez déjà si vous êtes intéressé et commencé à réfléchir à un projet ici qui s'appelle Kijiji. Ça sonne un peu bizarre comme ça, mais c'est kijiji.ca et c'est un peu l'équivalent du Bon Coin. Donc, vous pouvez faire des recherches pour voir à peu près, selon le nombre de chambres que vous souhaitez, combien ça peut vous coûter. Faites une petite moyenne. Il ne faut pas sous-estimer l'assurance habitation parce que en tant que locataire ici, c'est au locataire de prendre cette assurance habitation. S'il arrive quoi que ce soit à l'intérieur de votre logement, c'est vous qui êtes le responsable.
ça va vous coûter à peu près peut-être 20 $ par mois. Ça vaut la peine. Vraiment, ça vaut la peine parce qu'il fait froid, des tuyaux peuvent geler ou des choses comme ça. Donc, voilà, non, il n'y a pas de problème. Ça va un peu plus vite que moi, mais c'est très bien. Vous mettez une bonne cadence. Tout ça pour dire que concernant le budget, prenez une feuille, un crayon, faites cet exercice-là parce qu'on a tout ça en tête, mais le total, peut-être, on l'a un peu moins. Donc, ça vaut le coup. Vraiment, comme ça, vous vous préparez au mieux pour ce projet-là. Voilà, on peut continuer maintenant. Alors, comment fonctionne le système bancaire canadien? Donc déjà, comment ouvrir un compte au Canada? Je l'ai déjà expliqué, ça peut se faire avant le départ. C'est recommandé dans le sens où ça vous facilite la démarche. Je pense qu'on peut passer rapidement là-dessus. Évidemment, si vous ne l'avez pas fait avant de partir, vous pouvez le faire directement sur place, il n'y a aucun souci. Dans le concret, maintenant, comment est le système? Quels sont les moyens de paiement, par exemple, acceptés? Alors, il faut savoir, ça peut être différent de certains pays. En France, je pense qu'on utilise encore pas mal le chèque. Ici, vraiment très peu, voire pas du tout. Parce qu'en plus, les chèques sont payants et un carnet de 50 chèques, si je ne m'abuse, je pense que c'est 50 $. Ça fait à peu près 1 $ le chèque. Bon, voilà, on ne sème pas des chèques comme ça. Et puis finalement, c'est très peu utilisé pour le loyer parfois, mais guère plus. On va surtout faire des virements de compte à compte qu'on appelle virements Interact. Évidemment, il y a dépôt de chèque mobile quand on en a un. Alors ça, c'est merveilleux parce que vous prenez une photo sur l'application, hop, et vous conservez le chèque 5 jours, mais sinon, il est déposé via cette application. Quand il fait moins 30 dehors et que ça nous évite d'aller au guichet, même s'il est au coin de la rue, ça nous évite de sortir, c'est assez agréable. Évidemment, il y a de l'argent comptant, mais pas tant que ça, on va beaucoup payer par carte. Et j'en arrive à la différence entre la carte de débit et la carte de crédit. Si vous êtes déjà un petit peu renseigné sur comment ça fonctionne ici au Québec, ça, c'est le cœur du problème ou du sujet, je dirais. Alors voilà, les deux cartes apparaissent à l'écran, carte de débit à gauche, carte de crédit à droite. Si on continue dans le détail, la carte de débit, comme son nom l'indique, c'est du débit et c'est du débit immédiat. Ça ressemble beaucoup à notre carte bancaire en France. C'est une carte de retrait et évidemment, on va l'utiliser pour payer chez tous les commerçants et elle est gratuite. Vous me direz que là, je n'annonce pas des grandes nouvelles. Mais il lui manque une petite chose à cette carte de débit, c'est qu'elle n'a pas la fonction Visa ou Mastercard. Comme on peut passer la carte de crédit maintenant qui apparaît à l'écran. Vous voyez le logo Visa qui aurait pu être le logo Mastercard aussi. Donc, c'est-à-dire que la carte de débit, on ne peut pas l'utiliser pour payer sur Internet notamment. Ce qui est un peu compliqué en 2020, ne serait-ce que pour acheter des billets d'avion et encore plus en temps de Covid quand il faut faire beaucoup d'achats par Internet. Mais même sans Covid, c'est compliqué de vivre sans une carte qui permet d'acheter sur Internet, c'est évident. Donc, on est entre guillemets obligé d'avoir cette carte de crédit. Mais il faut bien savoir comment l'utiliser pour ne pas être mal pris, comme on dit au Québec. Et puis, le but de ma sensibilisation aujourd'hui, c'est non seulement de vous dire comment l'utiliser, mais de vous inviter le moment venu à l'utiliser. Alors, pas pour vous mettre en danger, mais parce que vous allez le voir dans les slides suivantes, c'est ce qui va permettre de vous constituer votre historique de crédit. Et ça, c'est un critère super important ici pour vous intégrer, vous installer sur le moyen long terme. Je m'expliquerai plus tard. Donc, cette carte de crédit, non, je ne vais pas terminer. Pardon. C'est du paiement différé. Donc, si vous payez avec la carte de crédit, ça ne va pas se voir tout de suite sur votre compte bancaire. Ça va être plus tard, en l'occurrence 21 jours. Ça équivaut à peu près à la carte de crédit revolving en France, mais on met plein de guillemets parce que je sais qu'elle a mauvaise presse et à juste titre. Vraiment, j'insisterai au cours des slides suivantes. C'est évidemment pas pour vous mettre en danger quand on vous dit ça, parce que ça part du principe que vous remboursez votre ligne de crédit en temps et en heure, et il y a tous les outils pour ça. C'est beaucoup plus pour vous sensibiliser à la notion d'historique de crédit. Donc, je continue. Avec cette carte, on peut acheter sur Internet, on peut payer chez tous les commerçants presque. Parfois, il y a peut-être des commerces de proximité, le fameux dépanneur du coin ici ou la boulangerie qui n'accepte pas les cartes de crédit, mais c'est de plus en plus rare. Sinon, on achète, voilà, on peut acheter, ce n'est pas une question de montant, mais on peut payer un café à 3 $ avec sa carte de crédit, ça passe. Elle peut être sans frais annuels, vous pouvez en
trouver une qui a plein d'avantages, mais vous n'êtes pas obligé. Et nous, on vous recommande la basique qui est sans frais annuels. Et donc, le dernier point, elle vous permet de bâtir votre historique de crédit. Alors, j'y arrive. On peut passer à la slide suivante. Qu'est-ce que l'historique de crédit? Alors là, il y a des schémas qui ont l'air un petit peu barbares, mais ça va vous mettre la table, vous planter le décor. En fait, l'historique de crédit, c'est un enregistrement ou un pointage de tous vos crédits soit des crédits à la consommation, soit des crédits immobiliers ou autres, ou quand vous allez débuter dans votre nouvelle vie financière au Québec, ben finalement, c'est tout ce qui va être payé avec votre carte de crédit et peut-être certaines factures de téléphone, etc. Et en fait, on va observer tout ça. Et derrière ça, c'est que quand je dis on, alors ce n'est pas Desjardins, c'est TransUnion et Equifax, qui sont deux entités indépendantes et pan-canadiennes. Donc, parenthèse, c'est d'autant plus important d'être sensibilisé à cette notion d'historique de crédit que ce n'est pas lié à un compte en banque, ce n'est pas lié à une institution financière. En d'autres termes, si vous n'avez pas bien compris le principe et puis que vous n'avez pas un bon historique de crédit avec Desjardins, par exemple, si vous fermez votre compte puis vous allez dans une autre institution financière, votre historique de crédit va vous suivre. Et si vous décidez de quitter le Québec et d'aller à Vancouver, à l'autre bout du pays, votre historique de crédit va vous suivre quand même parce que c'est enregistré par ces deux entités indépendantes et pan-canadiennes. Donc, c'est quand même important de savoir à quoi s'en tenir. Donc, tout ça, votre habitude de crédit va être observée, enregistrée, et c'est ce qui va permettre de définir est-ce que vous êtes un bon payeur ou un mauvais payeur. Un bon payeur, c'est quelqu'un qui, utilise sa carte de crédit, parce qu'en fait, si vous n'utilisez pas votre carte de crédit, on ne va pas pouvoir observer tout ça, donc on n'aura pas la preuve que vous êtes un bon payeur. Et donc, deux, évidemment, si vous l'utilisez, il faut rembourser en temps et en heure. Et vous voyez sur la droite, plus ce petit schéma avec des points verts et des points rouges, ben ça symbolise votre code de crédit et l'idée, c'est d'accumuler des points verts. Comment on fait pour accumuler des points verts? Il faut utiliser sa carte de crédit et il faut rembourser en temps et en heure, c'est-à-dire dans un délai des 21 jours. Alors, je vous rassure, tous les outils sont vraiment là pour vous permettre de ne pas être dépassé et de rembourser quand c'est dû. Vous avez évidemment sur vos téléphones des rappels et tout ça, mais même surtout, vous pouvez automatiser vos remboursements sur votre espace personnel de votre compte bancaire et puis vous recevez des rappels, des sortes de factures. Donc, tous les outils sont là. Puis moi, je vous donne les grandes lignes, mais évidemment, quand vous ouvrez un compte avec nous, on va vous réexpliquer. Puis on est là tout au long du processus pour vous réexpliquer. Honnêtement, j'accompagne des centaines de nouveaux arrivants par année. Je fais cette présentation. Ça a l'air un petit peu rude comme ça, mais on s'y fait en 2 semaines. Ce n'est pas compliqué. Donc, voilà. Et puis, il faut savoir que la marge de crédit que nous avons, admettons $500 pour commencer. Donc, c'est petit. Donc, vous n'êtes pas dans une zone à risque. C'est assez contrôlé vu que la marge de crédit n'est pas élevée. Ce n'est pas une marge de crédit au niveau mensuel. C'est vous dépensez $500, vous remboursez le lendemain, ça se remet à zéro, vous pouvez de nouveau dépenser $500 avec votre carte de crédit. Donc, ça se recharge, entre guillemets, jour à jour si vous l'utilisez très souvent. Ce n'est pas seulement au niveau mensuel. Donc, nous, on vous encourage à l'utiliser parce qu'il faut s'habituer d'une part et il faut, vous allez l'utiliser dans ce périmètre des $500 et c'est seulement et seulement si vous l'utilisez et que vous avez montré que vous étiez capable de gérer une marge de crédit à $500 qu'on va vous faire confiance pour augmenter cette marge à 1500 et ensuite à 3000 et ensuite à 5000. Alors, encore une fois, si je vous dis tout ça aujourd'hui, ce n'est pas pour vous pousser à la consommation et vous inciter à dépenser au-delà de vos moyens. C'est absolument pas ça. Il faut continuer, bien évidemment, à gérer son budget raisonnablement, à faire attention, surtout quand vous débarquez dans un nouveau pays. Mais c'est pour vous dire que si vous ne prenez pas ces marches successives, le jour où vous allez devoir payer par Internet vos billets d'avion, si vous êtes une famille avec 4 enfants, les billets d'avion, j'en sais quelque chose aussi. Voilà, nous sommes 4, ça arrive très facilement à $5000. Et si vous voulez payer avec votre carte de crédit canadienne, qui est la seule à vous permettre de faire des achats par Internet, mais si vous l'utilisez rarement et que vous n'avez pas augmenté votre marge de crédit, vous ne pourrez pas acheter vos billets d'avion à $5000. Donc,
dans la vie quotidienne, c'est important d'avoir une marge qui correspond à ces dépenses normales d'un couple ou d'une famille, entre guillemets, normale. Donc, c'est déjà pour vous faciliter la vie dans vos premiers mois, vos premières années. Et puis après, si au bout d'1 an, 2 ans, et ça arrive assez vite, le temps file et il n'est pas rare de vouloir devenir rapidement propriétaire ici. Si vous allez à la banque, vous dites, ben voilà, ça fait 2 ans que je suis au Québec, plein de facteurs et puis de preuves de bonne intégration. J'ai le même emploi depuis que je suis arrivée, j'ai un bon salaire, voilà, on a 2 salaires qui rentrent à la maison, etc. On veut acheter, on a bien repéré l'endroit où on veut. Bref, tout votre projet est bien monté, mais vous n'avez jamais ou très peu utilisé votre carte de crédit les 2 années. Donc, vous n'avez pas de petits points verts, vous n'avez pas d'historique de crédit. Et là, la banque, ce n'est pas comme en France, que vous soyez en CDI, CDD, la notion n'est pas du tout existante ici. Donc, ce n'est pas ça qui va être un critère important. Ce qui va être regardé en premier, c'est votre historique de crédit. Évidemment, votre budget, puis votre capacité d'apport, mais surtout, en premier lieu, votre historique de crédit. Et si vous n'avez pas d'historique de crédit, la banque ne voudra pas vous octroyer un crédit plus important, vous octroyer un prêt. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de prendre cette habitude-là. En fait, moi, souvent, j'ai coutume de dire au Québec, eh bien, on apprend à faire la file d'attente avant de monter dans le bus. Vous le verrez si vous arrivez ici, c'est assez saisissant et ça détonne avec nos habitudes françaises. Mais oui, on fait la file d'attente très sagement, en ligne, avant de monter dans le bus. C'est une habitude, c'est culturel. Eh bien, il faut s'y faire aussi avec cette notion d'historique de crédit. C'est super important pour pouvoir bâtir des projets à moyen long terme ici. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Je pense que j'ai déjà anticipé en fait sur comment bien gérer sa carte de crédit. Donc, voilà. J'en profite, du coup, comme ça, j'en profite pour poser une question. Alors, ça sort de l'historique de crédit. C'est vraiment sur est-ce que quand je m'inscris avec Desjardins, par exemple, j'ai la possibilité d'envoyer des fonds dans un autre pays ou d'en recevoir également? Alors, oui, bien sûr, mais une fois que votre compte est finalisé, c'est-à-dire que si vous restez dans votre pays d'origine et que vous ouvrez un compte, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir préouvrir le compte, mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour le finaliser, c'est-à-dire pour qu'il soit totalement actif, et on autorise 1 année d'écart entre la préouverture et la finalisation. Pour finaliser ce compte, il faut que vous soyez au Canada, en tout cas que vous ayez validé votre visa, parce qu'on n'ouvre pas un compte pour un touriste. La seule exception que l'on fait, c'est quand une personne, et c'est autorisé, demeure à l'étranger et y restera, n'a pas de volonté d'immigrer au Québec, mais souhaite investir dans l'immobilier, acheter pour sa retraite ou ses enfants ou pour investir tout simplement. On peut faire une ouverture de compte pour l'achat immobilier, mais c'est vraiment un cas très particulier. Mais si c'est un compte qui est voué à être votre compte courant, pour qu'il soit actif, il faut avoir un visa d'immigration valide et validé. Donc, voilà. Mais après, une fois que le compte est ouvert et validé, ben là, vous avez le droit d'envoyer des fonds où vous voulez. Il faut savoir qu'il y a des frais du côté pays émetteur ou récepteur. Si c'est des fonds qui partent du Canada vers un pays étranger, ben, du côté du Canada, il y a 15 $ de frais. En tout cas, ça, c'est plutôt des frais que je connais pour la réception. Petit bémol, est-ce que ce sont les mêmes quand le Canada est le pays émetteur? J'ai un petit doute. Mais retenez qu'il y a des frais forcément et du côté du pays où le compte est, et du côté du pays où le compte en banque qui va recevoir les fonds se trouve. Voilà. Donc, on peut passer. Donc, 2 conseils pour conclure un petit peu là-dessus. Vous pouvez automatiser le paiement de 100% de votre facture de carte de crédit tous les mois. Donc, c'est ça, je vous disais, tous les outils sont là pour vraiment vous sécuriser et faire en sorte que vous n'avez jamais de retard dans les paiements parce que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est super important. Si vous ne payez pas en temps et en heure, les frais, les agios sont astronomiques. Donc, je vous dis, ce n'est même pas une option.
C'est pour ça qu'on y va progressivement. Et puis, détail qui n'en est pas un, c'est qu'il ne faut jamais retirer de l'argent avec sa carte de crédit. Techniquement, c'est possible. Si vous insérez la carte de crédit dans le guichet, il y a de l'argent qui pourrait sortir, mais vous allez avoir des frais, ces fameux frais astronomiques vont s'appliquer tout de suite parce que l'argent est tout de suite ressorti. Donc, gardez en tête que la carte de débit, c'est pour retirer, pour payer dans tous les commerçants, mais pas sur Internet. La carte de crédit, c'est pour jamais retirer, payer dans quasiment tous les commerçants et faire ses achats par Internet et donc initier son historique de crédit. Voilà, c'est ce que j'ai dit, donc on peut repasser. Les coûts de tenue de compte au Canada. Alors, il faut savoir que ici, les forfaits bancaires sont catégorisés selon le nombre de transactions par mois. Donc, la première année, ne vous inquiétez pas avec cela. Si vous ouvrez un compte avec Desjardins, nous, dans l'offre de bienvenue que nous proposons, c'est un compte gratuit avec transactions illimitées, justement pour vous habituer cette première année et aussi vous habituer à de moins en moins utiliser votre carte de débit et de plus en plus votre carte de crédit parce que les choses sont faites ainsi. Toutes les transactions faites avec votre carte de crédit ne sont pas comptabilisées dans le nombre de transactions par mois. Donc, l'idée aussi derrière tout ça, c'est que si vous utilisez de moins en moins votre carte de débit et de plus en plus donc votre carte de crédit, vous allez limiter votre nombre de transactions mensuelles et donc pouvoir choisir un forfait qui n'est pas très cher. Et plus c'est intéressant, plus le forfait est moins cher, je dirais. Et en plus, si vous avez un solde en permanence sur votre compte, vous ne le payez, il devient gratuit ce forfait. Voilà. Au bout d'une année, mettons 10 mois avant la fin de votre première année de gratuité, on fait le point, et votre conseiller financier fait le point et voit vos habitudes de transaction pour vous proposer le forfait le plus adapté. Alors, évidemment, on a des services bancaires en ligne très développés. Je ne m'étends pas là-dessus, mais comme je l'évoquais avec humour tout à l'heure, voilà, faire beaucoup de choses en ligne, c'est quand même pratique vu les hivers que nous avons. Et puis, rapidement, pour vous montrer l'interface, on sait très bien, c'est assez, en tout cas pour ce qui concerne accéder, ça c'est l'espace personnel, c'est assez convivial, relevé de compte, on clique, virer, payer, ça se fait facilement. C'est un environnement qu'on appréhende facilement. Voilà. Donc, notre offre de bienvenue pour les nouveaux arrivants, eh bien, je l'évoquais déjà un petit peu, je pense, compte courant gratuit avec transaction illimitée pendant une année. La carte de débit, elle est gratuite. La carte de crédit, on vous la donne tout de suite, sans historique de crédit demandé, pour justement briser la glace et puis vous permettre de tout de suite l'utiliser, apprendre à l'utiliser et construire votre historique de crédit. Et celle que nous vous proposons, elle est sans frais annuels. Si vous en voulez une plus sophistiquée, libre à vous, mais nous, on vous en propose une sans frais annuels et c'est celle qu'on recommande. Et il y a d'autres avantages, notamment un qui n'est pas nommé ici, mais qui est intéressant, c'est que c'est la reconnaissance des années de conduite dans la négociation de votre assurance automobile. Alors, c'est pas mal parce que si vous avez 10, 15 ans, 20 ans d'expérience de conduite, c'est sûr que ça change le niveau d'assurance, mais on va le reconnaître même si cette expérience elle est à l'étranger. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une assurance automobile qui sera beaucoup plus adaptée à votre profil. Et ça peut représenter des centaines de dollars d'économie. Voilà. Donc, je pense que vous allez avoir mon courriel de toute façon quelque part, où je peux le mettre dans le chat. Si vous avez des questions, je suis là maintenant. Et si c'est plus tard, vous pouvez m'écrire avec grand plaisir. Parfait, merci.